C'est en ça que c'est intéressant, la question du folklore. Alexandre, peut-être, oui. Puisqu'on est tous tellement enthousiastes, moi je voulais être un peu plus négatif. Par exemple, il y a un certain nombre d'articles qui manquent, évidemment, puisqu'on n'en reviendrait pas. Mais il y en a un, par exemple, que je voudrais trouver intéressant, c'est la Prusse rhénane. Parce que, en fait, si j'ai bien compris, un des grands projets de l'exposition, vous discutez, c'est montrer en fait qu'il y a des espèces de continuité, des accumulations, évidemment qui ne sont pas linéaires, mais quand même. Mais souvent, en fait, ces accumulations ne se trouvent pas où on les cherche. Et je crois que, alors, de la part des nouveaux maîtres du territoire, il y a cette idée que l'on pourrait éventuellement répéter avec l'Alsace-Lorraine ce qu'on a réussi donc en Prusse rhénane, et on voit aussi qu'il y a un certain nombre, comment dire, d'expériences antérieures que l'on essaie de transposer. Oui. Par exemple, c'est clair. l'université de Bonn, Oui. donc 1818, bon ben voilà, et il y a même un certain nombre donc, de professeurs, voilà, donc, qui d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on parle souvent, au moins dans certains cas, ce sont d'anciens 48 arts, donc à la gauche, donc moi je pense notamment au fondateur de l'Institut d'histoire de l'art, Springer, donc, qui est après dans un itinéraire extrêmement complexe, journaliste, voilà, etc. Donc se retrouve ici avant de continuer donc à Leipzig. On peut penser aussi à la grande figure quand même qui est Bach, donc lui aussi il fait son apprentissage là-bas, ou Beblo, donc qui est conducteur des travaux, donc à Trabach, etc. En fait la liste est relativement longue, donc voilà, juste pour montrer qu'en fait c'est les continuités et les accumulations sont aussi un peu en dehors justement du champ. Je suis d'accord. Voilà. Et se poursuivent d'ailleurs aussi dans d'autres lieux, à Poznan par exemple, où un certain nombre donc, des préceptes urbanistiques que l'on a en vigueur ici sont transposés là-bas, etc. Oui, alors après, effectivement, il y a la question de l'articulation avec la Prusse rhénane, et puis du fait que c'est sur la rive droite du Rhin, et de l'héritage napoléonien et du droit romain, etc., qui a créé une culture originale, qui fait qu'il y a une vraie proximité aussi avec la situation alsacienne, qui fait que ça entre en résonance. Mais après, on pourrait... Et là-dessus, on a eu énormément de difficultés, en particulier sur les notices chronologiques. Ça, j'ai oublié de dire, pas chronologiques, sur les notices biographiques. Puisque la consigne, elle était extrêmement claire, c'était de centrer l'approche de la conception de ces notices sur l'effet Strasbourg, le moment Strasbourg, c'est-à-dire en quoi ce que ces universitaires, ce que ces artistes qui arrivent à Strasbourg, qui viennent de France ou d'Allemagne, modifient au contact de la ville, c'est-à-dire comment ça les amène à renouveler leur pensée. Mais comme en général, c'est une question qu'on ne pose pas, c'est souvent très décevant. Par exemple, je pense que on a eu beaucoup de mal même sur les notices Marc Bloch et Lucien Febvre, puisqu'il a fallu s'y reprendre à 2 fois pour arriver à avoir quelque chose qui corresponde à peu près à ce qu'on cherchait, mais pour d'autres, ça a été, pour Meinecke par exemple, eh bien, ça ne montre pas comment, même s'il a été que 5 ans à Strasbourg, vraisemblablement, l'expérience strasbourgeoise joue un rôle très important dans la genèse de la pensée de Meinecke et de sa conception de l'histoire culturelle, l'histoire intellectuelle, plus comme histoire événementielle, etc. C'est un élément qui devrait être, qu'on pourrait tirer plus, mais là, après, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que l'état des recherches. Bon, effectivement, Alexandre, il a apporté parce que il travaillait sur les transferts culturels, donc ça, c'est... Mais ça, bon, c'est pas la pratique dominante encore aujourd'hui, en particulier oui, enfin, même si c'est quelque chose qui arrive un peu à l'agenda, comment dire, de la recherche académique, mais c'est naissant encore, parce qu'on aurait pu faire autre chose. Par exemple, il y a le cas de la Bavière rhénane aussi, sur le Palatinat. Les Palatins, ils jouent un rôle extrêmement important. Si vous prenez une figure, donc ça j'ai fait dans Stempel, qui est un maire, enfin un commissaire, puisqu'il n'y a pas de maire, il faut attendre 86 pour qu'il y ait un maire, mais qui est avant Otto Bach,
qui va jouer un rôle extrêmement important, mais lui, il vient du Palatinat. On dit c'est un Bavarois, mais c'est un Bavarois, c'est pas un Bavarois, il vient du Palatinat, c'est un voisin, il a fait ses études à Strasbourg, il est bilingue, il a sa famille, qui est à Strasbourg. Donc effectivement, ça donne des éléments. Von Rogenbach, il est badois, il appartient à l'aristocratie badoise. L'aristocratie badoise, elle est entièrement bilingue. C'est-à-dire que la plupart des aristocrates badois parlent et maîtrisent parfaitement le français. Ce sont des éléments qui sont à faire entrer en ligne de compte. Ou par exemple la figure de Schricker, qui est l'un des grandes figures qui joue un rôle extrêmement important et qu'on sous-estime totalement dans la mise en place de la nouvelle configuration. Ben lui, c'est encore un autre cas, c'est un Bavarois aussi. Alors il n'est pas du Palatinat, mais c'est un curieux Bavarois parce qu'il est pasteur. Alors après, ça ne correspond pas, Bavière c'est catholique, mais non, lui, mais il est franconien. Hein, la Franconie, ça fait partie du royaume de Bavière. Donc il est aussi dans des logiques hétérodoxes par rapport à son territoire, d'origine, et il est extrêmement sensible justement à ces frictions entre cultures différentes, histoires différentes, qui le rend particulièrement sensible, effectivement, à la situation alsacienne. Il va jouer un rôle extrêmement important, notamment dans le développement des études folkloriques, des travaux de recherche sur les Vosges, dans le club vosgien, sur la mise en place du bulletin du club vosgien, qui est consacré à des études folkloriques et qui sont les études les plus rigoureuses et qui étaient menées en matière de folklore alsacien. Donc c'est bon, et c'est lui aussi qui pousse Spindler et les gens du groupe de Saint-Léonard. On dit groupe Saint-Léonard, on présente aujourd'hui, c'est parce icône française de l'Alsace, alors que la moitié des protagonistes du cercle de Saint-Léonard sont allemands déjà. Donc, et Spindler habite dans la Neustadt. Hein, oui, donc on le met toujours à Saint-Léonard. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on rabat sur de la campagne et du rural, alors que c'est des urbains. De toute façon, tous les folkloristes sont des urbains. Enfin, c'est une invention de la ville, le folklore. Mais c'est autre chose. Antoine, alors, si vous permettez, j'appuie juste deux de vos remarques. Alors, la fête ou la commémoration du centenaire des 12 jours de révolte de Strasbourg se fera après la destruction de la salle historique des assises du tribunal. Oui, juste. Il y a les photos, il y a les commentaires. C'est juste une petite remarque, hein, si vous précisez. Juste. Maintenant, la deuxième, c'est, vous avez parlé de l'université étrangère par rapport à la ville de Strasbourg. Oui, c'est un corps étranger. Oui, mais vous savez d'où vient cette façon de faire? Tout simplement, c'est que l'université originelle du XVIe siècle est le gymnase de Sturm. Et après la Révolution, il y a eu la création de l'académie, qui était un corps étranger à Strasbourg. Non. Et après, c'est devenu l'université prussienne, qui est encore une fois devenue étrangère. Non, justement, on doit sortir de ces cadres. C'est pas oui, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des continuités, comment dire, de travail, de recherche, qui ne peuvent pas être traduites au fait que Napoléon crée l'Académie et qu'ensuite Guillaume II crée la nouvelle université allemande. C'est-à-dire qu'au-delà de ces ruptures politiques, il y a de vraies continuités intellectuelles. Que ce soit par exemple en médecine, si je prends juste deux figures comme Schützenberger et Kömmerle qui font avancer considérablement dans leurs domaines respectifs les travaux en médecine, c'est une vraie continuité. Si je prends les travaux de Heitz ou de Bergman, qui sont tous les deux des philologues, c'est une vraie continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur le droit, alors ça c'est pas l'objet du dictionnaire, mais sur le droit, il y a une vraie continuité entre l'ancienne faculté de droit de Strasbourg et la nouvelle faculté de droit, parce que effectivement, avec une configuration aussi tout à fait originelle, puisqu'on est effectivement héritier de droit romain à la différence d'autres régions allemandes, mais ce qui n'est pas le cas d'ailleurs justement de la Prusse rhénane, qui crée effectivement d'autres façons d'aborder.
dans le cadre universitaire, absolument d'accord avec vous. Oui. Mais dans le ressenti des Strasbourgeois, c'est un peu ça je vous assure. Hein. Non, mais quand je lis la littérature 1850, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Non, si vous permettez encore, j'avais parlé de Mistral, mais les Philippe Brige, les Philippe Brige, c'était l'espoir justement de la France profonde pour venir à Paris, et dans le sud. Il y a des députés qui ont promis, une fois qu'on sera à Paris après 1918, on fera la régionalisation. Ah, ça, c'est ça, je vous assure. Et si vous permettez, à la salle Clévert, il y avait la présentation, je pense, du dictionnaire, et j'avais relevé, et ça a fait sourire, j'avais relevé le cas de Paul Lévy. Oui. Et rappelez-vous, Roland Reich, qui l'a dit, ah, ouf, heureusement il y est. Oui. Bah oui, heureusement qu'il y est. Parce que dans le dictionnaire. Heureusement que c'est légitime. Non, parce que le travail de Paul Lévy a été négligé. Voilà, il a été négligé. Et il a été complètement mis à côté, puisque effectivement, ça allait contre l'idée de la pureté de la langue alsacienne, etc. Et que, effectivement, il montre que la construction même de la langue alsacienne est extrêmement complexe et ne peut pas être réduite aux normes, comment dire. Maintenant, on parle de la faculté de médecine. Vous savez très bien qu'il y a eu que des médecins strasbourgeois d'avant 1970 qui ont totalement refusé de s'intégrer dans la faculté de médecine allemande. Totalement, ils ont complètement arrêté complètement totalement arrêté ça. Oui, on leur a donné des postes, on a créé une faculté de médecine à Nancy. Non, à Strasbourg même. Hein. Mais les anciens professeurs de l'ancienne université de médecine, faculté de médecine de Strasbourg, c'est eux qui ont constitué les cadres de la faculté de médecine de Nancy. Et la faculté de Nancy a été toujours extrêmement proche, de l'université de Strasbourg. C'est-à-dire que la faculté de médecine de Nancy fait fortune sur la base, effectivement, de la fac de l'université de la faculté strasbourgeoise. Et effectivement, la plupart des profs, parce qu'il y a aussi la tentative de Schützenberger de créer une école libre de médecine à Strasbourg, mais bon, on ne peut pas... corps étranger, c'est parce que, effectivement, c'est... oui, bon, je pense que la plupart des universités étaient des corps étrangers par rapport à leur environnement géographique pendant très longtemps. Et le problème de Strasbourg, c'est que plutôt cette extranéité s'est conservée au-delà du temps où ailleurs l'université s'est intégrée véritablement dans la région. Ernest, vous voulez aussi poser une question? Oui, je me pose quand même à travers tout ce savoir et toutes ces informations la question de la définition de la culture. Alors, je vous la pose. J'ai l'impression qu'elle la culture est indéfinissable, ou alors elle est élitiste. Hein, d'ailleurs, le titre de votre livre semble le dire, et qu'en dehors de Strasbourg ou des capitales en général, il n'y a pas de culture, ou pas de reconnaissance culturelle. La culture populaire devient culture à partir du moment où l'élite, non c'est moi qui ai dit, à partir du moment où l'élite intègre ces cultures, ce fond populaire. Hein. D'ailleurs ça s'est déjà passé comme ça au XVIIIe siècle. Hein. On a interdit aux groupes musicaux de jouer leurs airs populaires et on a récupéré tout ça dans la tradition musicale officielle. Hein. Bon, c'est un petit peu différent, mais il y a de ça aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on n'a pas, aujourd'hui encore, en Alsace, en France, peut-être plus que dans d'autres pays comme l'Autriche, un a priori ou une grille de lecture du phénomène culturel comme étant quelque chose d'élite, d'élitiste. Et c'est l'élite qui produit pour le peuple.